bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Donc, bienvenue sur ce LinkedIn Live qui vient challenger notre visibilité sur Internet à l'ère de l'IA. Donc, je m'appelle Martine Lespon, je suis la dirigeante de Nimi Consult et donc je suis avec un des experts Nimi Consult qui s'appelle Hugo Tiffen. Bonjour Hugo. Bonjour Martine, merci pour l'invitation et pour la petite présentation. Du coup, Hugo Tiffen, je suis spécialisé dans le fait de développer des sites internet et puis derrière de venir les positionner sur internet au travers du SEO, au travers de l'IA. Excellent. Merci Hugo pour ta présence. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un programme qui est, ma foi, bien dans l'air du temps. C'est comment est-ce qu'on fait pour combiner un petit peu ces deux techniques-là. Mais peut-être une présentation Nimi Consult avant ça. Exactement, bien joué. Donc, pour ma part, voilà, vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, Nimi Consult, c'est une société de conseil et d'accompagnement à la transition numérique des entreprises en gros, de 0 à 100 salariés. On a aujourd'hui, en fait, avec nous, un réseau de plus de 60 professionnels qui sont hyper qualifiés dans le domaine de l'informatique et du digital et dont fait partie Hugo. Ce sont pour moi, en fait, ce sont des personnes avec lesquelles j'ai beaucoup de confiance à travailler. Et à chaque demande d'entreprise, que ce soit une demande pour la création de site, pour l'intégration de l'IA dans l'entreprise ou d'autres sujets en lien avec l'informatique dans l'entreprise, je fais régulièrement appel à eux et nos clients sont largement satisfaits avec des super retours. Donc, pour Nimi Consult, c'est mon objectif depuis le début de l'aventure de Nimi Consult, c'est de vous aider à moderniser votre activité, votre entreprise pour résister dans les nombreuses situations auxquelles une entreprise est confrontée et pour aussi gagner en compétitivité et croître en modernisant ses infrastructures, en automatisant ses processus ou encore en atteignant des objectifs commerciaux que l'on se fixe grâce au digital, grâce au marketing digital et aux efforts commerciaux que l'on fait pour gagner de nouveaux clients. Donc, il y a 3 offres chez Nimi Consult. La première, c'est une offre d'accompagnement à la transition numérique, une offre globale qui vient associer le conseil, les prestations, les formations pour faire en sorte que l'entreprise gagne en maturité numérique. Le deuxième, c'est du courtage en numérique. Donc, vous me confiez votre demande, je vais chercher auprès des professionnels du réseau les compétences, les expertises nécessaires. Et ensuite, ça vous permet d'avoir une proposition de prestation qui vous permet d'avancer dans un projet informatique ou digital. Et enfin, donc, des formations au numérique et au digital pour faire monter en compétences vous-même et vos collaborateurs. Donc maintenant, place au sujet de ce LinkedIn Live. Je laisse la place à Hugo. Merci Martine pour cette introduction. Donc, au sujet du jour, c'est comment fait-on pour rester visible à l'ère de l'IA. C'est un sujet qui va s'adresser à vous si vous êtes dans le cas où vous avez potentiellement déjà un site internet ou alors si vous prévoyez de créer un site internet. Et on va voir ensemble 5 étapes pour venir remanier votre site internet pour essayer de venir faire en sorte que ce dernier vienne s'adresser au plus grand nombre. Et qui viennent s'attirer un peu les bonnes foudres de tous ces différents modèles d'IA. On va parler de ChatGPT, on va parler de Gemini, que ce soit Perplexity, Copilot, il y en a plein. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour y voir un petit peu plus clair là-dedans. Donc, je suis parti de mon côté d'un constat. On va pouvoir voir au travers de ces différentes slides, le fait que bien souvent, il y a le besoin de faire un audit préalable de son site avant toute refonte. Jusqu'ici, ça ne change pas grand-chose vis-à-vis des refontes qui puissent déjà exister. On va s'intéresser à la partie un petit peu plus technique, architecture et données structurées. Ça va être comment est-ce qu'on va faire pour parler le même langage que les ordinateurs.
On ira s'intéresser du côté de votre contenu, comment est-ce qu'on fait pour faire du contenu qui plaît à l'IA. Du côté du design aussi, le design au service de la preuve, on a envie d'avoir un beau site pour envoyer des bons signaux. Puis on ira s'intéresser à une après-refonte, comment est-ce qu'on fait pour continuer de venir monitorer sa visibilité, même une fois tout ce processus, tout ce parcours terminé. Donc, le constat avec lequel on va démarrer, c'est le fait qu'on voit les visiteurs des sites internet qui, avec l'arrivée de ChatGPT maintenant il y a quelques années, sont en train de passer et transitionner de moteurs de recherche. Ils cherchent des liens vers des sites internet vers des moteurs de réponse, c'est-à-dire que les personnes cherchent une réponse immédiate. Ce que ça amène, ce constat, c'est la chose suivante. On a aujourd'hui un risque pour les futurs sites internet ou les sites que vous avez déjà en place, c'est l'ère du zéro clic. C'est que si l'IA elle vient répondre directement à l'utilisateur, pourquoi est-ce que l'utilisateur se rendrait sur notre site internet? Donc, dans le but de venir se parer un petit peu contre ça, on va avoir tout un ensemble d'éventails de techniques. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le fait de venir essayer de se retrouver parmi les sources que l'IA va venir utiliser pour demain répondre aux utilisateurs dans le cadre de ces moteurs de réponse. En termes de solutions, ce qui est apporté, c'est une refonte qui doit viser ce qu'on appelle la position zéro absolue. L'idée, c'est d'essayer de devenir cette fameuse source de vérité que l'IA va venir utiliser pour faire des réponses aux questions que pourront se poser les utilisateurs. Donc, premièrement, on va s'intéresser à l'audit un petit peu. L'audit sémantique. Quels sont les mots-clés qui sont déjà positionnés pour votre site internet? Quelles sont les entités nommées qui potentiellement existent déjà concernant votre entreprise? On va revenir juste après sur ce concept d'entité nommée. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous montrer au travers de ça, c'est qu'il ne faut pas directement se lancer dans la refonte sans prendre en compte l'existant. Il faut d'abord, avant de se lancer tête baissée dans ce chantier, commencer par quelques petites étapes clés. On va s'intéresser à, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est concernant Google? Qu'est-ce qu'il en est concernant les IA? Est-ce que ces deux plateformes ont, pour nous, déjà une visibilité, nous amènent déjà potentiellement du trafic? Est-ce qu'on est déjà présent, en fait, à l'heure actuelle, sur ces plateformes-là? Parce que si on l'est déjà actuellement, il ne faudrait pas se retrouver dans une situation là où on vient casser l'existant. On a envie, au travers d'une refonte, de venir améliorer et pas de se priver de la visibilité qu'on a déjà actuellement sur notre site. Donc, pour parvenir à ce résultat, il va falloir se mettre un petit peu dans les chaussures des IA et comprendre comment ces IA elles perçoivent notre marque aujourd'hui. Donc, pour ça, on va avoir quelques outils à notre disposition. J'en ai gardé quelques-uns, j'en ai mis 3 de côté. On va faire d'un côté une analyse traditionnelle de nos mots-clés. Donc pour ça, on peut utiliser des logiciels comme SEMrush, comme Alloscan, qui permettent de passer un site internet un petit peu à la moulinette et de voir quels sont les mots-clés sur lesquels le site se positionne déjà. Ce que ça permet de voir, c'est, outre ces positions-là, c'est également, est-ce que c'est des mots-clés qui sont beaucoup cherchés tous les mois ou pas beaucoup cherchés? Est-ce que c'est des mots-clés sur lesquels il y a beaucoup de concurrence ou pas beaucoup de concurrence? Déjà, le fait d'aller s'intéresser à ça, ça permet de savoir si Google déjà associe notre entreprise et notre expertise potentiellement à certains mots-clés. Donc, dans ce cadre-là, ce qui va nous intéresser, c'est premièrement d'aller faire ce check-up, aller faire cette vérification concernant Google, concernant, d'ailleurs je vais vous montrer pour ChatGPT, comment est-ce qu'on apparaît à l'heure actuelle. Un autre test que vous pouvez vous mettre à faire vous-même de votre côté, puis dès que le live sera terminé, c'est de venir auditer la notoriété actuelle auprès des IA. Ce dont je veux parler par là, c'est le fait de demander à ChatGPT quels sont les experts dans tel domaine ou quel produit me recommandes-tu dans tel domaine, pour voir si vous sortez parmi les réponses qui sont proposées par ChatGPT.
Ce test-là, pour ne pas le biaiser, il vaut mieux le faire en navigation privée et utiliser soit un compte IA qui est vierge, soit utiliser les fonctionnalités qui permettent de faire des conversations temporaires et qui ne prennent pas en compte tout l'historique des anciennes conversations. Parce que les IA peuvent avoir des biais si vous utilisez et que vous promptez sur le compte que vous avez l'habitude d'utiliser habituellement. Il se pourrait que les réponses qui sont apportées, ça vienne directement citer votre marque. Mais pourquoi ça cite votre marque? Parce que potentiellement, par le passé, vous lui en avez parlé. Donc, on essaie de démarrer d'un environnement qui est intact de toute, on va dire, de toute on va dire, pondérance des conversations précédentes. Et via cet univers de conversation vierge, eh bien, on peut démarrer une conversation et voir est-ce qu'on sort ou pas sur ces requêtes-là. Troisième chose qu'on va pouvoir faire, c'est en termes d'action pour la refonte. En fait, en fonction de ce qu'on a vu avec cette analyse-là, on va avoir la possibilité d'identifier les trous dans le graphe de connaissances. Ce qu'on entend par là, c'est est-ce que l'IA ne comprend pas, par exemple, ce qu'on vend? Est-ce que l'IA ne comprend pas potentiellement quelles sont les valeurs dans l'entreprise? Qu'est-ce que fait l'entreprise? Dans quel domaine est-ce qu'elle est spécifiée et spécialisée? On va avoir la possibilité en fait de venir juste prendre un document et dire bon ben voilà, l'IA n'a pas compris, elle nous a pas cité pour tel et tel élément. Et ces actions pour la refonte, ça va être un petit peu votre feuille de route sur les prochains éléments que vous avez envie de mettre en place dans le but de venir à terme créer des nouvelles pages qui viennent combler ces trous dans la raquette, créer des nouveaux produits, créer des nouveaux services qui potentiellement permettront à l'IA de mieux comprendre de quoi est-ce que vous parlez exactement. Exemple, l'entreprise XYZ est spécialisée dans le domaine de ta data, elle vend des biens et services à destination d'eux. Idéalement, il faudrait que l'IA puisse vous restituer ces choses-là lorsque vous allez l'interroger directement, potentiellement sur votre service directement. Donc, une fois qu'on a fait cette première étape préliminaire de venir réfléchir un petit peu à quels sont les trous dans la raquette et qu'on a fait notre audit, on va pouvoir se plonger un petit peu plus dans la technique. Ici, je vais vous parler d'architecture et de données structurées. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, il se trouve qu'il y a eu un consortium qui a eu lieu entre différents acteurs du web. Ce consortium, il a eu pour objectif de venir créer un espèce de langage commun qui serait compris par Google, par Yandex, par Microsoft, Bing, et ainsi de suite. Ce langage s'appelle le schéma.org. Je vais vous en parler juste après. Mais en fait, l'objectif ici, ça va être de venir livrer votre contenu sur un plateau d'argent à destination des algorithmes. Ce qu'on entend par là, en fait, c'est que si l'IA n'a pas la possibilité de bien comprendre de quoi votre page elle parle, elle peut avoir entre guillemets la flemme de lire l'intégralité de votre contenu. Et nous, pour venir lui faciliter la tâche, on va avoir quelques astuces, quelques méthodes qu'on peut mettre en place, dont la propreté du code. Ce qu'on se rend compte, c'est que les IA ont souvent du mal à lire le JavaScript. Donc, il va falloir, si jamais votre site il possède beaucoup de JavaScript, faire en sorte que ce dernier vienne charger le JavaScript de façon asynchrone et le rendre dans un format texte. C'est une petite subtilité, mais voilà, on s'est rendu compte que des ChatGPT et puis quelques autres modèles d'IA n'allaient pas visiter et ne lisaient pas le texte sur des sites qui n'avaient pas un code qui était rendu de cette façon. Deuxième élément, j'ai commencé à vous en parler, c'est les données structurées. Donc, vous pourrez tester de vous rendre sur le site schéma.org. Schéma.org, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins que l'espèce de dictionnaire du langage de comment est-ce qu'on parle à ces algorithmes. Ça va être par exemple, lorsqu'on a une fiche qui a une recette, on a par exemple un site qui vient lister tout un ensemble de recettes. Si on fournit directement aux IA, on leur dit le temps de cuisson, c'est tel élément sur le site. Si on lui dit les notes qu'ont donné les utilisateurs, c'est tel élément sur le site, ça va venir petit à petit en fait donner plus de contexte à l'IA sur de quoi parle la page. J'imagine que vous avez déjà vu potentiellement sur Google, vous tapez par exemple chaussures de running
pour hommes, vous allez voir certains résultats qui possèdent des petites étoiles. Vous tapez plombier à Aix-en-Provence, vous allez voir certains résultats qui affichent directement la note de ces personnes-là. Ça peut être également peut-être un prix qui va s'afficher. Est-ce qu'un produit, sinon, est en stock ou non? Tous ces éléments, en fait, c'est du langage de type données structurées. C'est les éditeurs, éditrices de sites qui ont fourni et mappé, ils ont fait la liaison entre des éléments textuels de leur site et la signification qu'ont ces éléments. Troisième élément qui va potentiellement vous intéresser pour cette refonte. Ouais. Une question, est-ce que, par exemple, un événement peut être une donnée structurée, la date de l'événement, l'heure Tout à fait, ça peut faire partie des données structurées. On pourra avoir d'autres cas comme... alors, j'ai envie de vous montrer directement peut-être certains de ces autres cas. Alors, pour ça, il suffit de se rendre sur schéma.org. Vous avez tout le listing de tous les schémas qui sont disponibles. Donc, on a pour des événements, on a pour des personnes, on a ça pour des business locaux. Donc, si vous avez une boutique qui est présente, ça peut être intéressant. Pour du médical, pour des restaurants, et ainsi de suite. Donc, on a tout un ensemble de cas d'usage qui existent. Le site n'est pas très avenant, mais c'est de la documentation professionnelle. C'est comme ça. Ensuite, pourquoi ne pas utiliser l'IA pour se former soi-même à ça, ou demander à l'IA en fonction de notre site, tiens, quelles pourraient être les données structurées que tu me conseilles de venir ajouter sur mon site internet? Ça peut être une façon de venir utiliser l'IA pour mieux répondre aux besoins de l'IA dans le futur. Troisième élément qui va vous intéresser, c'est le fait d'adopter une architecture de type topic cluster. Ce qu'on entend par là, c'est dans une optique de venir couvrir un maximum de sujets en référencement naturel. C'est intéressant de venir créer des silos avec chacun des différents sujets de cette thématique, sur lesquels on va rédiger de plus en plus de contenus et qu'on va bien mailler tous ces contenus entre eux. On va bien faire des liens entre tous les contenus qu'on a créés sur notre site. Ce serait par exemple, je vais prendre le site de NumiConsult. NumiConsult intervient dans les domaines du référencement naturel, dans la création de sites internet, de la création de publicités sur Google Ads. Pour chacune de ces thématiques, si on doit travailler de façon topic cluster, eh bien, ce serait intéressant de venir créer des pages mères et des pages filles et des pages petites filles qui viennent parler de ces éléments-là, de ces topics, qui s'envoient du trafic les unes envers les autres en fonction de la thématique de ce cocon. Donc, ce qu'on entend par là au final, et cet objectif, c'est 3 éléments. Je vous les ai faits dans les grandes lignes. Il y en a d'autres qu'on va pouvoir aller... sur lesquels on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus. Mais ici, c'est vraiment ce qu'on a identifié sur les 2 dernières années qui font vraiment la différence sur le fait d'être pris et cité par les IA ou non, vraiment d'un point de vue technique. Pour ce qui est des nouveaux termes à connaître en 2026, je vous ai mis ici, on parle de graphe de connaissances, on parle de position 0, schéma.org, les données structurées, LLM Mirror, les entités nommées. Alors, qu'est-ce que sont tous ces mots qui font un peu peur, un peu technique? Le graphe de connaissances, c'est tout simplement l'ensemble des choses que Google sait de vous, le dictionnaire des grands mots-clés qui sont liés à votre activité, pour le simplifier. La position 0, c'est le fait d'apparaître tout en haut des résultats de Google avant les autres sites. Et généralement, cette position 0, c'est un petit extrait de notre site internet. C'est ce qu'on va essayer de viser. Je vous montre un exemple avec l'international, comment ça se passe actuellement sur Google. Si je tape, par exemple, meilleur restaurant Chiang Mai, alors évidemment, l'exemple ne fonctionne pas. On va en prendre un autre. On va prendre... on va faire... Oui, parce que Hugo, en ce moment, il est en Thaïlande, donc il peut vous proposer des exemples de là-bas. Je ne l'ai pas dit, mais il fait des allées-venues avec l'Asie. Exactement. Donc là, j'ai fait une question qui était de forme interrogative. Où trouver le domaine key Lightspeed? C'est
un élément un peu technique, mais qu'est-ce que ça vient m'apporter ici? Vous voyez actuellement les résultats à l'étranger. Ça n'a pas encore été déployé en France pour des raisons qui sont liées à des batailles juridiques en cours entre Google et l'Europe. Mais en fait, ici, depuis l'étranger, Google a déjà commencé à créer des positions zéro de cette façon-là, sur lesquelles on va avoir la possibilité d'être cité comme ça sur le côté. En fait, on fait une recherche et on a directement une explication IA de la recherche qu'on fait. Et Potentiellement, en fait, ça... est-ce que ouais. le fait d'être cité à droite, c'est aussi lié au fait que l'on achète de la publicité sur Google, Google Ads ou pas? Alors là, non, Non. c'est décorrélé de ça. Et le fait d'être cité ici à droite, c'est le fait pour ces sites d'avoir implémenté ces standards techniques potentiellement pour que l'IA les ait pris en compte. Ceux-là et puis d'autres qu'on va pouvoir voir à terme. Mais voilà, en termes de risque, ça revient au constat initial que je faisais, qui est le fait que le risque pour les marques demain, ce sera le fait de ne plus apparaître ou de beaucoup moins apparaître sur Google si Google se met à répondre directement aux questions de vos internautes avant même que ces derniers ils aient visité votre site. Donc là, ce que les futurs sites internet doivent viser, c'est cette position zéro. Pour l'instant, le web français a été un petit peu épargné vis-à-vis du déploiement de cette fonctionnalité, mais des rumeurs courent comme quoi en 2026, il va y avoir cette fonctionnalité-là qui va être débloquée partout en France, et du coup, il est temps de se mettre à la page pour pas voir une trop grosse chute dans ces visites. Pour ce qui est de ces éléments, donc voilà, on les a vus rapidement. Les données structurées, donc ça fait référence à schema.org. Le LLM Mirror, c'est le test que je vous ai proposé de faire. Vous posez la question à ChatGPT de cite-moi une entreprise qui propose tel service, et puis voir si vous arrivez ou non au sein de ces éléments. On a également les entités nommées, donc ça c'est certains éléments qui ont été fact-checkés, bien s'assurer que les éléments potentiellement liés à votre entreprise aient été fact-checkés. Une entité nommée, par exemple, c'est si vous posez la question à Google, quelle taille mesure la Tour Eiffel, on va avoir quelle taille mesure la Tour Eiffel. On va avoir une réponse ici, vous voyez, qui est de type entité nommée, c'est-à-dire que c'est un élément qui a été fact-checké par Google. Donc des fois, il arrive que certaines entreprises possèdent des résultats de ce type-là quand les internautes viennent les interroger sur des questions de ce type. Donc à vous de voir aussi si ces entités nommées sont bien à jour. Il y a des possibilités de faire appel auprès de Google si jamais il y avait des erreurs dans ces dernières. Pour vous faire un petit résumé ici et de votre boîte à outils technique pour les IA, en fait, ce que je viens de vous citer, c'est plein de classiques en soi du référencement naturel qui sont toujours présents. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que si vous aviez déjà en tête, si vous aviez déjà un site internet qui était bien optimisé pour le référencement naturel, en fait, ce graphe de connaissances, ces données structurées, ce schéma.org, c'est déjà des techniques qui étaient mises en place depuis quelques années sur les différents sites internet sur lesquels on peut naviguer chaque jour. Si ce n'était pas encore le cas sur votre site internet, c'est le moment de venir se mettre à jour. Il y a une double possibilité, un double bonus positif à venir se positionner sur ces éléments techniques. Et en fait, au final, ce qu'on se rend compte, c'est que les IA utilisent beaucoup de standards actuels du SEO. On voit même les IA faire des recherches sur Google à notre place. Donc, ce que vous allez viser, c'est des positions zéro. Vous faites des tests avec le LLM Mirror et vous vérifiez bien vos entités nommées pour voir si tout fonctionne bien. Donc, on a terminé un petit peu avec la technique. Ce à quoi on va s'intéresser à présent, c'est plutôt côté stratégie de contenu. Et la notion d'information gain, c'est qu'est-ce qui fait que l'IA va vous citer ou non. Ce que je viens entendre par là, en fait, c'est qu'il faut s'intéresser à comprendre comment les IA perçoivent notre marque aujourd'hui. Alors,
un grand piège dans lequel je vois beaucoup de personnes foncer tête baissée, c'est créer du contenu générique ou alors rédiger 100% du contenu avec ChatGPT. En fait, si votre contenu il a été directement généré par ChatGPT ou Gemini ou autre, bah, potentiellement, ces IA, elles n'ont pas besoin de vous citer. Elles vont directement générer ce contenu elles-mêmes. En fait, pour venir contrecarrer ça, il faut que votre fond de site internet, elle vienne mettre en avant, donc que ce soit des données uniques, que ce soit des avis qui soient vraiment les vôtres. Il faut venir partager des expériences personnalisées. Il faut être, entre guillemets, dans le fait d'apporter de la nouveauté à ces IA. Donc, le fait de faire des études de cas propriétaires, ça marche extrêmement bien. On a la possibilité, grâce à ça, de venir sortir au passage peut-être des chiffres internes ou des interviews. Et tout ce que ça amène, en fait, c'est de la nourriture fraîche pour que l'IA recherche. C'est de la nourriture fraîche aussi pour que l'IA vienne s'entraîner, parce que l'IA continue de s'entraîner et continue de passer sur le web pour aspirer un petit peu tout le contenu et s'améliorer. Donc, si on lui donne de la nourriture fraîche, il y a plus de chances qu'elle revienne pour venir s'entraîner ou qu'elle nous cite, étant donné qu'il y a un facteur clé à cette différenciation. Autre chose qui va vous intéresser, et puis on est encore dans du SEO un petit peu traditionnel, c'est le focus sur le EEAT, donc Expertise, Experience, Authority, Trust, donc en anglais, donc expertise, expérience, autorité et confiance. L'IA, elle va privilégier des sources fiables. Donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir une source fiable? Il va falloir s'intéresser au fait de montrer et prouver que c'est vraiment un humain qui est derrière le blog, que c'est vraiment un humain qui a créé le contenu. Donc, mon petit conseil pour votre refonte, c'est créer des pages auteurs qui sont très détaillées. Si vous avez un blog, venez créer une page qui vient lister les auteurs des articles et ajouter sur ces pages auteurs la bio de l'auteur, le lien du LinkedIn, essayez de mettre une bio qui correspond à... on ne parle pas tant de la vie de l'auteur, mais plus parler de à quel point les compétences de l'auteur sont en rapport avec ce qui est écrit sur le blog. Le but, en fait, c'est de prouver qu'il y a un humain expert qui est derrière le contenu. Il faut savoir aussi que Google emploie ce qu'on appelle les Google Quality Raters, qui sont des personnes qui sont payées pour venir visiter des sites Internet et évaluer cette partie EEAT. Donc, qui du coup viennent évaluer, on va dire, un petit peu la qualité d'un site Internet. Donc, venez privilégier des sources fiables, venez mettre en avant auprès de ces IA vos auteurs, vos autrices, c'est on ne peut plus important. Mais encore une fois, ça reste une nouvelle fois des techniques de référencement naturel qui étaient déjà présentes avant la sortie de ChatGPT. Quatrième point de notre roadmap, il nous en reste encore deux, c'est de mettre le design au service de la preuve. Donc là, je vais vous parler d'UX, donc User Experience, l'expérience utilisateur, et la confiance que potentiellement ça va amener. Qu'est-ce que je viens entendre exactement par là? L'objectif, c'est d'avoir des signaux utilisateurs positifs pour valider la pertinence. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, pour bien apparaître sur Google, Google a besoin de voir, et Google vient filmer les sessions des utilisateurs, en quelque sorte, à l'aide d'un logiciel qui va analyser combien de temps les gens sont restés sur la page. Est-ce que les personnes qui sont restées sur la page ont cliqué, ont interagi avec la page? Est-ce qu'ils ont scrollé? Est-ce que les personnes ont visité différentes pages après être arrivées sur le résultat de recherche, et ainsi de suite. Et en fait, ces signaux utilisateurs, c'est quelque chose que Google va prendre en compte. Il faut que votre design il permette à l'utilisateur de trouver la réponse immédiatement. Donc, l'exemple, par exemple, si vous avez un article de blog, c'est le fait d'avoir des formats un petit peu hybrides. Alors, pendant de longues années, quand on faisait du SEO, on cherchait recettes de pancakes. Notre article qui arrivait à se positionner, ça faisait d'abord l'histoire de la recette du pancake, qui a inventé le pancake, dans quel cas venir cuisiner un pancake, et puis lorsqu'on scrollait, enfin on arrivait à la recette. C'était un petit peu le trick, on va dire, pour les éditeurs de sites, pour inciter les gens à venir naviguer sur le site. Mais aujourd'hui, on est dans une
une économie de l'attention qui est un peu fragmentée. Et en fait, paradoxalement, le fait d'intégrer un petit résumé TLDR, Too Long Didn't Read, donc c'est trop long, j'ai pas eu le temps de lire, en haut des articles, ça permet aux IA d'arriver sur votre page, de seulement lire le début de votre article, et s'il y a directement la réponse à la question que l'utilisateur se pose, potentiellement, elle va pouvoir vous citer en tant que réponse. Ça vient économiser de la puissance de calcul à ces IA pour parcourir tout le texte de votre page. Et donc, paradoxalement, ça aide les IA à extraire l'essentiel pour leur résumé. Alors, j'ai vu une question s'afficher qui parlait des articles. Donc, ajouter des articles sur son site existant est bon pour les IA en parlant de sujets pertinents et vécus. Alors oui, tout à fait, Agnès. Ce que je peux te recommander, quelle que soit votre thématique, ça s'adresse à tous les éditeurs et éditrices de sites internet. Le blog est toujours quelque chose qui est d'actualité. Le SEO n'est pas mort, bien au contraire. Le fait de venir prendre la parole et le fait de venir rédiger des articles, qui plus est, qui viennent parler de sujets qui potentiellement vont intéresser vos visiteurs, astuces pour trouver ces sujets, installer Google Search Console. Google Search Console va venir compiler des données sur quels sont les mots-clés que les gens ont tapés pour arriver sur votre site internet. Mais des fois, quand on épluche cette Google Search Console, c'est un outil gratuit, et on se retrouve avec une liste de questions que les gens ont posées à Google avant d'arriver sur votre site internet. Vous prenez toutes ces questions et vous venez rédiger un article dédié pour chacune de ces questions. C'est vraiment une mine d'or derrière pour venir augmenter à la fois la densité sémantique et puis le fait d'apporter des sujets nouveaux sur son site. Le troisième point, d'un point de vue design, toujours cette fois-ci, mais c'est l'accessibilité. Ça permet aussi de rendre le web juste plus accessible et plus agréable pour toutes et tous, même des personnes avec un handicap. Il faut savoir qu'un site web, potentiellement, on peut le rendre accessible pour un lecteur d'écran. Et en fait, les sites qui sont accessibles pour des lecteurs d'écran sont structurellement mieux compris par ces IA, parce que les IA vont bien voir quelles sont les différentes balises de titres, quel est le niveau d'indentation des différentes balises de titres, de quoi parlent les images du site internet, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'accessibilité est en train de devenir un levier SEO technique qui est assez inédit, là où en fait, si votre site il est accessible pour des personnes avec un problème, un handicap quel qu'il soit, ça a le double effet de potentiellement le rendre également plus accessible également par ces IA, parce que voilà, en termes de technologie utilisée, ça vient favoriser ces éléments. Donc l'objectif ici, je le redis, c'est au travers de votre design, essayer de faire un design qui soit propre, qui donne envie de naviguer sur le site internet. Si votre design il est propre, si votre design il est cohérent d'une page à l'autre, vous venez embarquer vos visiteurs dans une expérience qui est fluide, et cette expérience fluide, Google vient la filmer. Google se sert via son algorithme il vient filmer les sessions de toutes les personnes qui utilisent Google Chrome. Je dis il vient filmer, c'est une façon de parler, mais en tout cas il vient analyser le passage de la souris et comment les gens naviguent sur ces sites à l'aide de Google Chrome. C'est une opportunité qu'ils ont qui est assez inédite, parce que en ayant ce moteur de recherche qui était Google, vous pouvez seulement voir comment les gens naviguaient à partir de Google. Est-ce que les gens cliquez sur un lien, allez sur une page et revenez dans les résultats de recherche. Mais là, le fait d'avoir développé non pas un moteur de recherche, mais un navigateur, donc avec Google Chrome, ce qu'on a vu, c'était l'année dernière avec les fuites liées au procès de Google. C'est Google a bien un algorithme qui est chargé de venir filmer en anonymisant les sessions, et qu'il se sert de cet algorithme pour venir classer les sites internet. Donc voilà, plus que jamais, faites-vous aider d'un UX designer, faites-vous aider d'un bon designer, utilisez des templates qui sont déjà bien fabriqués, demandez à l'IA qu'est-ce qu'elle pense aussi de votre site, elle viendra vous faire des retours sur qu'est-ce qui peut être amélioré.
Vraiment pas hésiter à rentrer dans une boucle de feedback, une boucle de retour, là où on demande à l'IA comment est-ce qu'on pourrait améliorer le site pour les futurs passages d'IA qui seront inconnus. Cinquième élément à venir traquer, ça va être l'après-refonte. Donc, vous avez mis en place tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, vous avez fait un audit de votre contenu. À la suite de cet audit de contenu, vous êtes venu développer un site qui respectait les critères techniques qu'on a pu voir, donc le schéma.org, le knowledge graph, et ainsi de suite. À la suite de ça, vous êtes venu re-rédiger certains contenus, vous les avez plus optimisés pour les SEO. Vous avez amélioré votre design. Le site est prêt. Est-ce que le travail s'arrête? La réponse, pour vous la faire courte, c'est non. Il faut continuer de travailler dessus. L'objectif, cependant, ça va être de se mettre à suivre des nouveaux KPI, des nouveaux Key Performance Indicators. On veut tout simplement aller suivre des nouvelles métriques qui nous aideront à prendre les bonnes décisions. En termes de métriques, le trafic organique, donc le trafic qui provient de Google, à terme, si ce n'est pas déjà le cas, peut-être vous avez déjà vu, il est en train de baisser. Cependant, le trafic qualifié, lui, il doit augmenter. C'est-à-dire que peut-être je vais moins avoir de trafic organique qui se rend sur mon blog, mais en toute théorie, il faut que, suite à cette refonte, le trafic qualifié, des gens qui ont fait une recherche directement, par exemple, comment se faire livrer un colis de façon écologique à Marseille, il faut qu'ils atterrissent directement sur un site que je vais vous montrer en exemple juste après. Deuxième élément, c'est le fait de venir traquer les citations. Tout comme on a la possibilité de venir traquer des mots-clés, on peut venir traquer aussi des citations. Et pour surveiller sa présence sur les réponses IA, il y a des outils émergents. Il y a SEMrush qui propose un outil qui sert à voir à quel point on est cité ou pas. Je vous montrerai rapidement, hop, je me l'ouvre ici pendant que je vous présente ça. Mais voilà, sachez que il y a des nouveaux outils qui sont en train de sortir petit à petit, qui permettent de venir vérifier comment est-ce que notre site vient récupérer du trafic qui est lié à des IA, comment est-ce que notre site vient se positionner tout simplement via du trafic lié à des IA. Donc, je vous montrerai... Je ne vois pas encore, oui, c'est normal. Oui, je l'avais là sur cet onglet. Donc, voilà. Donc, je vous montre l'exemple ici avec SEMrush. SEMrush qui est un outil payant, mais qui permet de faire à la fois des recherches concernant la visibilité à la fois dans le SEO traditionnel, mais aussi la recherche assistée par IA. Donc, vous avez la possibilité de venir saisir votre domaine et vérifier un petit peu à quel point il est visible ou non dans ces différentes IA. Vous avez des outils aussi pour venir évaluer le trafic IA. Donc là, dans cet exemple, on a 3 sites qui sont comparés, Zara, Azos et H&M. Et pour ces sites-là, ça vient regarder à l'échelle du monde entier combien il y a de citations qui proviennent soit de ChatGPT, soit de Gemini, de Perplexity. Ça permet d'évaluer quelles sont les sources de trafic IA potentielles. D'ailleurs, on a la possibilité, si on le souhaite, de venir filtrer et voir, voilà, ça représente combien de clics, toutes ces IA. En termes de trafic, est-ce qu'il y a des marques qui sont en train de devenir de plus en plus citées par des IA? Toujours intéressant d'aller faire une analyse de sa concurrence pour voir si le concurrent il est plus cité. Peut-être ça peut être intéressant d'aller regarder son site internet, comment est-ce qu'il est structuré, faire un petit peu ce qu'on appelle du rétro-engineering, donc réfléchir à OK, comment effectuer ça. Et là, une question pour voilà. avoir accès à cet outil, c'est là, tu l'avais consulté en gratuit ou en payant? Alors, c'est un outil payant. J'ai pas vraiment d'alternative en gratuite. C'est un petit tarif. Tout de même, ça commence à 199 par mois. Sur la version pro à 300 par mois, ça commence à peser. Mais Et par rapport à d'autres outils comme Ubersuggest, ou d'autres alors, c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité de passer par des Ubersuggest, mais ces outils-là vont vous donner peut-être
un ou deux mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vérifier comment est-ce que votre site il a pu se positionner. Et c'est par jour. Mais potentiellement, il y aura peut-être des outils qui sont liés à ça. Bon, ensuite, là, je ne le vois pas vraiment mis en avant. Ouais, Ubersuggest, je dirais, c'est plus pour la partie recherche sémantique. Je ne peux pas faire ce live Et ça sans ne va pas venir. aussi loin que SEMrush, en fait. Ouais. Alors, pour de la recherche qui serait vraiment purement sémantique, je me dois de venir citer cet outil français, Alloscan, qui permet gratuitement, ils viennent de faire une grosse mise à jour, là, il y a une notification, c'était dans les 24 dernières heures. Cet outil, ce qu'il permet de faire, c'est de l'analyse concernant les mots-clés sur lesquels un site internet est positionné. Et vous avez le droit à 100 recherches de mots-clés par mois. On est bien au-dessus du quota qui est proposé par Ubersuggest, qui est peut-être de 1 ou 2 mots-clés par jour. Ouais. Donc voilà, Ok, c'est merci. toujours intéressant de venir citer d'autres projets sympas comme ce Alloscan. Tout ça, ça nous amène à une conclusion. Cette conclusion, c'est en fait refondre pour l'IA en soi. C'est comme si vous veniez refondre pour un humain qui est ultra exigeant. Il faut que le site à la fois il soit clair, il soit structuré et expert pour une machine. En fait, si ces conditions sont réunies, il y a toutes les chances pour que derrière votre site soit également excellent pour vos clients et puis que en fait, ces IA viennent le prendre en termes de source comme une référence potentielle concernant votre thématique. On peut, alors potentiellement, est-ce qu'il y a des questions qui sont liées à ça avant de vous montrer les petites slides pour aller plus loin? Et, s'il y a des questions, la parole est à vous. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais si moi je devais résumer, en fait, le SEO naturel, enfin, le SEO n'est pas mort, hein, mais en fait, Google maintenant met l'accent sur des éléments particuliers du SEO d'antan. Et donc, c'est ainsi que ben, nous, on doit rebosser, en fait, le SEO et notamment ces éléments pour pouvoir comme les données structurées, par exemple, qu'on n'a peut-être jamais travaillé, voilà, donc, et qui sont effectivement intéressantes à intégrer. Ouais. Pour Ouais, c'est très arriver bien. à la condition zéro. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais très bien résumé. Et puis, il y a ce côté, aujourd'hui, on pense beaucoup ChatGPT, mais je pense qu'en termes de perspective future aussi, il y a un autre réflexe qui est adopté, c'est le fait d'aller traquer aussi potentiellement sur d'autres modèles d'IA au fur et à mesure que ces derniers gagne en utilisateurs. Je pense notamment à Gemini qui effectue là, une grosse percée ces dernières semaines. Ça va faire bien 3 mois qu'il y a GPT 3.5 qui est sorti. Et suite à cette sortie-là, je vois que Google a mis un petit peu la seconde. Il commençait à se faire grignoter une part de marché par ChatGPT. Ils ont lancé la contre-offensive. Donc voilà, je pense que c'est à surveiller de près aussi pour le futur. Sur LinkedIn, on avait fait un sondage, tu sais, pour savoir si les personnes utilisaient maintenant les IA pour faire leurs recherches. C'est-à-dire plutôt que d'aller sur Google, en fait, c'est aller directement sur ChatGPT ou sur Gemini pour faire sa recherche et trouver ses réponses. Et c'était assez partagé, en fait, entre oui, j'y vais tout le temps sur, sur ChatGPT ou Gemini et j'y vais parfois. Donc, il y a quand même une nette tendance des personnes à utiliser de plus en plus ces IA pour faire leurs recherches, c'est-à-dire taper directement chatgpt.com ou gemini.com, etc. Et moi, ma question, c'était est-ce que du coup, ce qu'on trouve sur Google, l'aperçu IA que tu nous as montré au début, est-ce que c'est issu de Gemini ou est-ce que c'est autre chose en fait, en plus de Gemini que Google a développé? Est-ce Ouais, que voilà.
C'est Du une coup, est-ce qu'on a excellente besoin question. d'aller directement sur Gemini ou est-ce qu'on peut toujours continuer sur Google et puis avoir Ouais. Gemini en haut? C'est une très bonne question et du coup, le résultat qui apparaît ici, c'est un aperçu IA qui est proposé par Gemini. Donc Ah ça se oui. base pas sur ChatGPT et pour l'instant, on n'a pas encore cet élément-là qui est sorti en France, mais quand ça va arriver en France, je pense qu'il va y avoir on va dire une remigration potentiellement des gens qui avaient peut-être commencé à prendre des habitudes d'aller poser des questions à l'IA, qui auront Mmh. directement des réponses à leurs questions au sein de Google. Il y a un petit D'accord, bouton oui. ici, aller plus loin avec le mode IA, qui est un call to action qui permet ici de directement faire une recherche qui est un petit peu une recherche, on va dire, différente du Google qu'on a l'habitude de voir. Comme ça vous fait un petit aperçu de ce à quoi potentiellement ça va ressembler. On a la possibilité de rechercher comme sur Google, mais voilà, on a ce mode IA qui permet de démarrer une conversation directement. Et ouais, je vois une forme d'hybridation qui arrive sur Google, qui est à la fois un moteur de recherche et un moteur de réponse, tout concentré. Euh, Là où il y a un gros avantage stratégique pour Google, c'est des milliards d'utilisateurs déjà actuellement dans le monde, une force de frappe en termes de déploiement de cette solution qui est phénoménale. Tout le monde presque sur Terre utilise des outils Google à l'heure actuelle et voilà, je le vois bien continuer de se creuser comme écart. Alors, on a une question de Cécile et puis après une question de Ouais. Marc, un commentaire de Marc. Alors, je vous en prie. Alors, concernant les questions, je les ai sur LinkedIn peut-être. Est-ce que cette nouvelle donne change la stratégie en termes d'arborescence du site et du nombre de pages référencées? Alors, j'aurais tendance à dire oui. Ça n'a jamais été aussi important d'avoir des pages multiples, entre guillemets, qui viennent répondre aux multiples questions que les gens peuvent se poser. S'il y a par exemple des entreprises, parmi celles qui sont en train de suivre le live, qui possèdent un petit site avec, on avait il y a quelques années ces sites one page qui réunissaient toutes les informations de l'entreprise sur une seule page, c'est un modèle de site qui est vraiment désuet. Et aujourd'hui, il faut plus penser architecture de contenu par différents silos thématiques qu'une seule page qui vient répondre à absolument tout. Les IA ont dopé un petit peu la possibilité pour le web de venir aller citer des sources multiples. Et chaque page, il faut la traiter comme si c'était une nouvelle porte d'entrée vers votre site internet. Si vous multipliez les portes d'entrée, bah, potentiellement, vous multipliez les chances que des gens viennent poser une question dans le futur à ChatGPT sur laquelle il y aura la réponse qui sera sur l'une de vos pages qui est spécialisée pour répondre à telle question. Voilà. C'est J'espère que ça répond Et- bien à cette question. Oui. Et donc, oui, il y a des questions, enfin des commentaires autour des usages de l'IA. Donc, Agnès utilise 4 IA différentes. Mhm. Marc, lui, utilise la recherche classique pour les actualités et sa veille. Et Gemini lui sert Mhm. davantage pour les points techniques spécifiques. Ouais. On est dans un cas assez similaire, du coup, tous les deux, Marc. Mais en effet, Gemini, pour des points techniques spécifiques, ça permet de faire des gros copier-coller avec tout mon contexte ou d'allumer le micro et de lui parler de ma problématique. Et puis derrière, de venir avoir une réponse qui est hyper spécialisée, hyper customisée. Là où je pense aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça va avoir dans le futur, c'est le fait que ce soit intégré à la recherche une nouvelle fois. Cet élément-là, beaucoup de gens ont déjà l'habitude de faire des recherches sur Google. Et imaginez demain des recherches sur Google qui sont entre guillemets sous stéroïdes. Il y a de grandes chances qu'une partie de vos utilisateurs n'aillent même plus sur votre site internet pour trouver les réponses aux questions, qu'elle demande directement à Google, qui choisira au hasard soit d'afficher un listing de sites, soit d'afficher du coup une conversation qui répond directement à votre question. Puis pour ouvrir encore plus un petit peu sur le futur, là Google ils sont en train de développer un nouveau standard d'un point de vue e-commerce
pour pouvoir avoir un peu comme le schéma.org, la possibilité de bien comprendre quels sont les différents éléments, par exemple, d'un checkout, pour pouvoir passer des commandes à notre place. Donc, demain, dans le futur, on parle à Google, on lui dit j'ai besoin que tu m'achètes tel article. Et bien, Google se rend de lui-même sur le site internet. Quel site internet? Un site qui est bien référencé pour l'IA, hein, avec les différentes techniques que je vous ai montrées. Et puis, derrière, il passe la commande pour vous. Ou alors, il remplit le panier et vous dit « Ok, c'est bon, il n'y a plus qu'à mettre la carte de crédit et valider l'achat. » Donc, raison de plus, en fait, vos futurs visiteurs, c'est peut-être des IA autonomes aussi. Donc, voilà un peu de Exact. prospective. Ouais, c'est fou. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais Non, pas pour le moment. sinon... Je te ferai signe. Ok, très bien. Et donc, côté conclusion, ce que je vous propose, c'est de venir me suivre. Je vous ai mis mon site internet qui est tout ici, tout là-haut, donc hugo-tiffen.fr. Avec grand plaisir pour répondre à vos questions liées à ça. C'est toujours un plaisir de venir échanger concernant cette thématique, concernant juste la prospective de à quoi le web va pouvoir bien ressembler dans le futur. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin et de venir implémenter certaines des techniques qu'on a pu voir aujourd'hui, je vous invite à venir sur le site numiconsult.com. Je vous ai mis le QR code ici pour... vous avez juste à le scanner et puis ça permet de voir un petit peu le panel d'experts et d'expertes qui travaillent tous et toutes ensemble avec Martine. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des problématiques, il y a toute une flopée de personnes qui ont potentiellement des solutions. Voilà. Oui, merci beaucoup, Hugo. C'est vrai que là, parmi nous, il y avait Marc qui est aussi un professionnel Numiconsult dans le domaine de l'informatique. Et donc, effectivement, ils sont nombreux. Et ils se mettent toujours à jour, tu vois, de toutes les connaissances dans le domaine du numérique. C'est aussi une marque de fabrique des experts Numiconsult, comme toi, tu l'as démontré aujourd'hui, avec beaucoup de compétences et de connaissances dans le domaine et aussi actuelles, des connaissances actuelles et aussi de ce qui se passera à l'avenir pour le web. C'est passionnant en tout cas. Je te remercie pour l'invitation et puis je vous remercie Merci à à vous aussi pour votre attention. Merci d'avoir suivi ce live ensemble. Martine, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Ah oui, écoute, déjà te remercier parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant en fait d'avoir le retour d'un professionnel hyper compétent sur ces sujets, qui est en veille permanente, qui est aussi un excellent pédagogue. Et donc, tu nous as transmis des choses complexes de manière simple et je t'en remercie parce que c'est vrai que c'est un univers sur lequel auquel on a commencé à s'intéresser il y a peu de temps, en fait, nous tous, internautes, qui commençons à essayer de comprendre comment fonctionne Internet et comment gagner en visibilité, parce que ça demande quand même des compétences qu'on n'a pas et surtout des compétences qui évoluent, qu'il faut faire évoluer. Et nous-mêmes, je pense qu'on n'est pas tout seul, en fait, on ne sera pas capable de mener à bien l'évolution de nos sites. Donc, c'est bien de faire appel à des professionnels comme toi et pouvoir savoir que tu existes. Merci beaucoup, en tout cas, Hugo. Et Ça je a vraiment souhaite été un à... plaisir. Comment? Ça a vraiment été un plaisir. Et je te Ah oui. remercie une nouvelle fois pour l'invitation. Et puis, j'espère à d'autres fois alors. Oui, avec plaisir. Bonne continuation également à nos spectateurs, auditeurs. Et puis, à très bientôt pour de prochains webinaires sur facturation électronique, ou encore l'IA, l'automatisation, le RGPD. Bref, on a tout plein de sujets à vous communiquer et à vous partager. À bientôt. À bientôt. Merci pour tout. Merci.